Rouba Saba Habib, comment êtes-vous venu à la poésie? Je n'ai pas un souvenir de moi sans la poésie. Ma mère avait un grand-oncle qui est un poète reconnu au Liban et elle nous a bercés, surtout moi, en répétant, déclamant ses vers et sa parole. Et je dis bercé au vrai sens du mot. Même lui, il m'avait donné mon prénom. Lui a dit elle va être heureuse, ça veut dire une colline fleurie, et elle va préférer ça ce prénom à l'or et aux fleurs. Donc je crois que je suis née dans le poème. Quelles lectures vous ont inspiré? Un Libanais ne peut pas échapper à Gibran Khalil Gibran, certainement cette influence. L'influence de Fouad Slimane, mon grand-oncle, qui est l'oncle de ma mère, donc c'est mon grand-oncle. Et après, avec nos études et tout, on prend toute la poésie arabe, qui est très belle. On sait que le peuple arabe est un peuple très poétique. Et j'ai le souvenir de Moutanabbi, j'ai tout le patrimoine arabe en tête, et surtout accompagné par l'éducation française que j'ai reçue, où j'ai certainement Molière, Corneille, Racine, on ne peut pas ne pas être initié à ça, mais l'influence importante, c'est les surréalistes français et Saint-Jean Perse et René Char, après la poésie moderne, qui a 100 ans maintenant en Europe. Rouba Saba Habib, à qui vous adressez-vous dans votre poésie? C'est le secret. Je m'adresse surtout à un masculin qui n'est pas un homme, qui parfois évoque l'homme, mais c'est surtout mon pays. Surtout mon pays. Puis certainement, je vise un public quand je fais du théâtre ou un récital, je m'adresse au public. Mais dans mon poème, c'est surtout comme quelque chose dans ma conscience. C'est vraiment le Liban qui est mon interlocuteur. Quel écrivain partage votre allégresse? Si vous voulez, le mot allégresse est un peu mon élan, peut-être. J'ai toujours étudié la philosophie, certainement Bergson, et toujours avec son élan vital qui nous a insufflé cette volonté de vivre, cette grâce de vivre. Et on n'est pas dans l'existentialisme de Sartre ou des autres, mais allégresse en poésie, c'est Saint-Jean Perse. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je sens que avec les éléments de la nature, avec le cosmos, avec la mer, l'air, le temps, les vagues et tout, qui viennent vers nous comme ça, facilement. Et tout être dans sa poésie est un roi, est un prince qui vient d'ailleurs, mais proche aussi. Il vient de loin, mais il est proche. C'est ce climat feutré, ce climat plus que allégresse. Il y a quelque chose de très profond qui vient de loin. C'est chez Saint-Jean Perse, je ne me lasse jamais de le lire et d'être heureuse en le lisant. Mais je ne prends aucune image de lui. Les images, quand j'écris, viennent de ma mémoire, de ma sensibilité plutôt. Pour ce qui est de vos mystères, quel auteur partage vos mystères? Alors, tout de suite, vous parlez du mystère, on ne peut pas échapper à René Char. Mystère et fureur, fureur et mystère. Mais mon poème en lui-même contient, comme dans un coffret, il y a un mystère dans mon poème. Quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, il faut un peu dévoiler ce mystère. Donc ça laisse, on dit, la meilleure méthode de critique littéraire, c'est la réception de l'œuvre. Quand tu poses une certaine question, ou vous posez une certaine question, c'est la réception de l'œuvre qui est importante. L'auteur peut écrire quand il est isolé ou quand il est avec le monde, mais le monde, quand il reçoit cette écriture, il la reçoit de diverses façons, et c'est là la richesse du poème. S'il peut inspirer
Quand je vous dis mystère, je dis parfois c'est mon pays, c'est au masculin, parfois c'est ma terre, parfois les gens croient que je parle à un homme. En fin de compte, c'est certainement on tend vers l'homme qui est un impossible pour moi, mais mon pays est mon impossible. Et enfin, quel poète partagerait votre peine? Aucun. C'est mon poème qui partage ma peine. Aucun poète ne peut partager ma peine. Il peut être solidaire un peu et tout, mais c'est mon poème qui soutient ma peine et ma blessure. C'est la quintessence de la poésie, la peine? De ma poésie au moins, tout au moins, c'est la quintessence de ma poésie bien sûr. Le poème m'accompagne dans mes moments de solitude, ils sont nombreux et je cherche à être seule aussi, à me retirer un peu pour être vraiment avec le poème. Et c'est lui qui me soutient, qui me sauve. Cherchez-vous dans la noirceur, plutôt qu'ailleurs, l'inspiration? Noirceur, c'est trop parce qu'elle correspond à un courant diabolique en France et ailleurs. Je crois dans la blessure. Je puise dans ma blessure qui me donne à boire et à manger à un certain moment qui était devenu comme un boulet. Et j'ai sauvé ma vie ou mon être avec cette nostalgie, avec comme un voleur qui va vers les lieux premiers où il a commis son vol. Moi, je rentrais comme ça au Liban. Maintenant, j'y vis, je n'ai plus cette blessure, mais j'ai une certaine nostalgie de la France, qui n'est pas une blessure. La France est ouverte, c'est un grand pays qui me reçoit, comme aujourd'hui, mais c'est pas une blessure. C'est un pays, mon deuxième pays d'appartenance, et qui est riche, qui m'ouvre les bras toujours. Vous savez, c'est pas comme mon pays, toujours dans un impossible, dans une difficulté. Moi je dis, mon pays est dans l'incertitude. C'est le pays de l'incertitude. Mais comme une mère qui aime l'enfant le plus malade, le plus faible, le petit, le temps qu'il grandisse, j'aime mon pays le temps qu'il se rétablisse. Rouba Saba Habib, à travers les lieux, les êtres, la mémoire, vous écrivez un manque absolu qui est source d'inspiration. Quel est-il? Sans le manque, il n'y a pas de poésie. Il y a un auteur romantique qui dit c'est la douleur qui taille mon crayon. Sans la douleur, sans les distances, sans le manque de tout, manque de l'homme, de l'amoureux, manque de la terre, du pays, tout ça. Sans ça, tu ne peux pas écrire. Moi, je dis, le tragique fait mon poème. Bien que quand on me voit, on voit que je suis heureuse, souriante, mais le poète naît d'un moment tragique et qui est un moment de manque. Donc les lieux, je les porte en moi. Dans ma poésie, j'essaie de créer c'est pas mon idée à moi, c'est un critique, le président des écrivains Ronald Pin, qui dit elle a créé un pays que personne ne peut lui ôter. Donc c'est pas un pays imaginaire, c'est un pays, je dis, comme le nomme Bachelard, onirique. C'est le plus beau pays. Donc les lieux, je les porte en moi. La mémoire aussi, c'est une mémoire renouvelée à chaque moment, sans être passéiste ou quelque chose comme ça. C'est une mémoire qui me maintient dans le présent, mais qui me projette aussi dans un certain futur. Toujours parlant de manque, quel mot arabe n'a pas d'équivalent en français? Je pense à Ribta. C'est un mot qui dit le grand bonheur dans la plénitude et dans la continuité. J'ai cherché, j'avais réfléchi à cette question. Le Ribta, l'extrême bonheur,
le grand bonheur. Je pense aussi à un mot que j'aime beaucoup utiliser qui vient de la nostalgie. C'est l'équivalent de la nostalgie, mais aussi où il y a un superlatif qui dit al-hanan. C'est plus que la tendresse, c'est encore la paume de la main, c'est aussi la hunwa, c'est-à-dire dans le creux de la main, il y a cette tendresse, on se love. Quels sont vos mots français préférés? Je ne vais pas imiter Georges Chéadé, notre grand poète francophone, mais c'est Azur. J'étais toute jeune, je ne l'avais pas encore lu. J'étais tout le temps, j'aimais le mot Azur, j'aimais successivement, j'aimais tous les adverbes. Effectivement, j'adorais, mais surtout Azur. Et j'aimais la brise et la bise. Et puis, quand je suis venue en France, je disais, le Mistral, c'est le vent le plus méchant, le vent du sud le plus méchant. Et parfois, je disais le Mistral, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quel fut le choc de votre exil? Le choc, c'est devant... je suis venue à 33 ans, après avoir fait mes études à 20 ans, à Paris, c'était autre condition. Je viens à 33 ans avec des enfants et un mari, et j'étais un seul être devant l'immensité, devant ce monde étrange, et nu, je l'ai appelé la nudité. Pas seulement l'étrangeté, mais la nudité. J'étais zéro, j'écrivais dans le nu, sur une page blanche, mais qui était presque nue, et j'avais à faire mon nom. On pouvait tout inscrire dans cette grande immensité. C'est pas un choc, c'est un dialogue, c'est un mouvement dialectique entre l'être que j'étais déjà formé au Liban, entouré, installé, qui va vers une carrière universitaire, et ici commencer à zéro. Qu'a apporté la langue française à votre poésie? La liberté. Elle a apporté la liberté. Là, j'ai toujours réfléchi à cette question. Toute ma poésie répond à cette appartenance française. C'est que je navigue d'une langue à une autre, d'une terre à une autre. Mais ce pays, c'est le pays de la liberté. On ne va pas comprendre que c'est la liberté sexuelle. Les gens vont, dans les refoulés orientaux, parlent de la sexualité. Non, c'est la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté, et puis d'être protégé. Vous êtes libre, mais j'ai un statut de femme libre. J'ai un statut de femme qui n'appartient pas à son père, ni à son mari, ni à son fils, ni à son frère. C'est cette dimension-là, inouïe pour une orientale comme moi. Je ne cesserai jamais de reconnaître ça en France et de dire merci. C'est vraiment à partir des années d'apprentissage de la démocratie et de la liberté qu'on arrive à un pays. Quand on parle de la France, c'est pas seulement les parfums et la mode qu'on accourt pour y acheter, mais c'est cette liberté qui est dans mon poème. Quel message innerve votre enseignement, vos écrits? Moi, je me considère comme poète moderne du Liban, du monde arabe et aussi de la France, de l'Europe, c'est-à-dire la révolte. Avant tout, j'enseigne à mes étudiants de ne pas être tout le temps dans le contentement, dans l'acceptation de l'injustice, tout ça. Je sais que dans ma poésie, il manque encore ce côté social. J'ai toujours regardé le Liban comme une entité absolue à laquelle je tends, mais maintenant, une fois que je suis entièrement au Liban, je vais regarder les pauvres, les injustices, et c'est ce que j'insuffle à mes étudiants. Et dans mon écriture, la révolte, je dis, la liberté, parce que je vois des jeunes de 20 ans, de 22 ans qui courent après le pain, pour avoir leur pain quotidien. Donc nous, on est de la génération des grandes questions, des grandes positions,
des grandes visions, on voulait changer le monde. Hélas, ils ne croient plus, les jeunes, à ça, cette illusion de vouloir changer le monde. Je la garde encore, que je vais contribuer à changer le monde. Rouba Saba Habib, dans la nuit, quelle lumière êtes-vous? Quelle belle question, monsieur Habib. Quand vous dites ça, il me revient dans mon village natal une petite église, autre que l'église officielle, tout près de la maison de mes grands-parents, où ma tante allait. Dans cette église, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des icônes anciennes, je ne sais pas de quelle date, mais ma tante a allumé un lampion, un tout petit, avec l'huile d'olive et un fil. Et ce lampion, plusieurs, chaque fois qu'on allait se présenter pour un diplôme ou un certificat d'études ou un brevet, elle allumait les lampions. C'était ça pour je serai, je crois, dans la nuit, un certain lampion de mon enfance. Merci. Merci à vous.